relancer le processus de paix. Et puis en Tunisie, le manque de transparence entrave la lutte contre la corruption. C'est du moins ce qu'a déploré ce jeudi l'ONG iWatch. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Au Mali, des combats étaient en cours ce jeudi, en fin de journée à Kidal, entre des ex-rebelles à dominante Touareg et un groupe armé pro-gouvernemental cohabitant depuis février dans cette ville de l'extrême nord du pays. C'est du moins ce qu'ont affirmé 2 élus locaux et un habitant. Des combats de rue se déroulent entre le Gassia et le HCUA, a affirmé un des élus joint depuis Ségou. Pour l'instant, aucun bilan n'était disponible. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir veut relancer le processus de paix. À cet effet, il a appelé ce jeudi son vice-président et chef des ex-rebelles, Riek Machar, à rentrer dans la capitale, Juba. Les détails. Riek Machar avait fui la capitale Juba après les combats meurtriers qui ont opposé du 8 au 11 juillet ses troupes à celles de Salva Kiir. Ces violences qui ont fait au moins 300 morts ont mis en péril le fragile accord de paix conclu en août 2015. Alors que le président Kiir répète être à 100% déterminé à assurer la sécurité de Machar à Juba, il donne à ce dernier un ultimatum de 48 heures pour répondre à l'appel. L'objectif, d'après l'autorité, est qu'ils puissent ensemble établir le contact et continuer à promouvoir la paix. Le président Kiir paraît déterminé à tirer profit de l'absence de Riek Machar ainsi que des fissures qui ont commencé à apparaître dans les rangs de l'ex-rébellion. Principal négociateur des ex-rebelles pour l'accord de paix, Taban Dengue est considéré dans l'entourage du président Kiir comme un candidat possible pour remplacer Riek Machar si celui-ci décidait à ne pas revenir à Juba. Au Zimbabwe, les anciens combattants, soutiens traditionnels du chef de l'État, Robert Mugabe, ont dénoncé ce jeudi son attitude dictatoriale. Ils ont prévenu par la même occasion qu'ils ne soutiendraient pas un tel dirigeant à la présidentielle de 2018, nouveau signe de la colère croissante contre le régime en place depuis 1980. L'association accuse le président de 92 ans d'être responsable de l'énorme souffrance de la population destinée à servir son autoglorification et celle de ses complices. Signalons que les relations entre le président Mugabe et les anciens combattants se sont cependant récemment dégradées. À 92 ans, le président est plus vieux chef de l'État au monde en exercice, compte se représenter à la présidentielle de 2018. En Tunisie, le manque de transparence des principales institutions de l'État est un obstacle majeur à la lutte contre la corruption. C'est ce qu'a déploré ce jeudi l'ONG iWatch, représentant local de Transparency International. C'est à travers la publication des résultats d'une enquête réalisée dans ce cadre. Reportage. L'organisation a présenté les résultats d'une étude réalisée entre janvier 2014 et décembre 2015 qui analyse le degré de transparence et d'intégrité dans les principales institutions jouant un rôle important dans la lutte contre la corruption, comme le Parlement, selon ses auteurs. La corruption était pourtant l'une des principales motivations de la révolution qui a emporté la dictature de Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011. Le rapport s'arrête à décembre 2015, mais on a remarqué que jusque-là, il n'y avait pas une véritable volonté politique. Il y avait un discours politique de lutte contre la corruption, mais est-ce que je ne sais pas si c'est les moyens qui manquent ou c'est vraiment la volonté qui manque, mais on a vu que ça ne peut pas dépasser le discours. L'étude note ainsi qu'il est rare que des institutions, publiques comme privées, publient leurs comptes ou leurs activités. Le cadre juridique est en outre insuffisant au niveau national. Les pots de vin sont criminalisés dans le secteur public, mais pas dans le privé. Ce fléau touche aux droits de l'homme. La corruption, elle touche aux droits de l'homme. Au niveau de l'économie, la corruption, elle touche l'économie du pays. Donc aujourd'hui, si la Tunisie veut vraiment faire son élan économique, son élan démocratique, il faudrait commencer par lutter contre la corruption. Selon une récente étude de Transparency International, plus de 2 tiers des Tunisiens jugent que la corruption a augmenté dans le pays en 2015.
Et la corruption d'État sous Ben Ali a laissé place à une banalisation de la petite corruption dans tous les domaines au quotidien. En Afrique du Sud, le parquet a annoncé ce jeudi son intention de faire appel de la condamnation à 6 ans de prison du sprinteur paralympique Oscar Pistorius. La peine qui lui aurait été attribuée par la Cour dans le cadre de l'affaire du meurtre de sa petite amie en février 2013 serait jugée trop clémente par les jurés. Les précisions. Alors qu'on le pensait tous fixé sur son sort depuis le 6 juillet dernier, le film Pistorius a connu un nouveau rebondissement ce jeudi. Le parquet sud-africain aurait annoncé son intention de faire appel de la condamnation à 6 ans de prison du sprinteur paralympique pour le meurtre de sa petite amie, estimant que sa peine était scandaleusement trop clémente. Si la peine minimale est de 15 ans, une surveillance correctionnelle ne s'approche même pas de ce minimum. Cependant, l'avocat de la défense stipule que son client mérite cette peine de 6 ans de prison parce qu'aucune preuve substantielle et probante n'a été retrouvée dans cette affaire. La peine prévue, la peine discrétionnaire, comme il l'appelle, de nos jours, c'est de 15 ans pour meurtre, à moins bien sûr que vous trouvez des preuves substantielles et probantes. Et nous vous amènerons à travers les principales preuves pour dire pourquoi il n'y a pas vraiment de preuves qui sont substantielles et probantes présentes dans ce cas. Tout au long de ces procès qui ont duré en tout 3 années successives, le champion olympique a toujours plaidé non coupable en stipulant qu'il pensait tirer sur un cambrioleur qui se serait incrusté dans leur maison. Parlons santé dans cette édition. En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé, avec ses partenaires, dont l'Organisation mondiale de la santé, ont initié une opération de 10 jours qui a pour objectif de renforcer davantage le statut immunitaire d'un plus grand nombre de personnes exposées au virus de la fièvre jaune. Les Nations Unies déclarent être prêtes pour débourser les fonds nécessaires en vue d'éradiquer cette maladie hors des frontières congolaises. C'est une maladie virale hémorragique causée par une piqûre de moustique. La fièvre jaune a été signalée dans 47 pays dans le monde. 33 sont africains, dont l'Angola, où l'épidémie s'est déclarée en décembre 2015, et la République démocratique du Congo. Ce sont les 2 pays africains les plus touchés. Raison pour laquelle le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont initié cette campagne de vaccination de masse. Cette opération de 10 jours a commencé dans les centres de santé de Kisenso. Elle touchera ensuite toutes les communes de Kinshasa et les provinces. Les organismes internationaux sont prêts à débourser plus d'1 million de dollars américains pour renforcer leurs activités contre la fièvre jaune en République démocratique du Congo. Alors, à ce jour, à la date du 11 juillet, on avait recensé 1798 cas suspects de fièvre jaune, avec au moins 85 décès. C'est ce qui avait été rapporté par le système national de surveillance. Alors, c'est dans ce contexte que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et l'UNICEF, ont mobilisé plus d'1,5 million de dollars américains des fonds humanitaires d'intervention d'urgence pour renforcer leurs activités à la fois dans le domaine de la prise en charge clinique des cas de fièvre jaune, de la surveillance épidémiologique et de la lutte antivectorielle, de la communication et de la mobilisation sociale. Dans la seconde moitié du mois d'août, une campagne de vaccination préventive sera organisée dans 47 zones de santé, dont 32 à Kinshasa et 15 aux frontières avec l'Angola. Le ministère de la Santé publique conseille aux Congolais qui se rendent en Angola de se faire vacciner. Ce pays voisin fait face à une épidémie de fièvre jaune depuis plusieurs mois. Au Bénin vient d'être lancé le projet d'Asiwa visant à étudier l'impact de l'augmentation rapide des émissions anthropiques de gaz et de particules dans les villes situées le long du golfe de Guinée sur la qualité de l'air à l'échelle urbaine et régionale. Le site de mesure a été implanté à Gobé, dans la commune de Savet, sur le CPE, le Centre permanent d'expérimentation de l'INRAB, entendez l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Joël Yetonji et Floris Dossa pour plus de précisions. On y va? Ouais, à 3.
3, 2, 1. La campagne d'Assiwa prend ainsi corps au Bénin sur le site de Gobé à Savé, allongeant de fait la liste des sites d'expérimentation après le Ghana et le Nigeria. Chercheurs africains et européens dans une synergie d'action se jettent à l'eau pour la collecte de données susceptibles d'aider à améliorer les prévisions, parfaire les projections du climat tout le long du golfe de Guinée. Les mesures que l'on a faites sont vraiment très intéressantes. Ça permettra d'améliorer les prévisions du temps, que ce soit à moyen terme, c'est-à-dire, on va dire, dizaines de jours jusqu'au mois. Donc savoir comment les pluies s'installent sur l'Afrique de l'Ouest et surtout si elles s'installent définitivement. Donc je pense que ça a un impact important pour tout ce qui est agriculture. Et puis ça permettra aussi d'améliorer les modèles à très long terme, c'est-à-dire climatiques. Donc mieux comprendre les changements climatiques et mieux les évaluer pour l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. L'étude porte prioritairement sur l'interaction des nuages bas, leur impact sur le climat et la conversion. Pour l'autorité communale, c'est plus qu'une aubaine, les recherches en cours. Tous ces éléments et toutes ces données vont aider l'INRAB à améliorer la programmation des activités agricoles sur notre territoire et autour de nous. Donc c'est un avantage certain pour les citoyens de notre commune. Ces prises, débutées mi-juin, se termineront fin juillet et prendront en compte, en outre, la pollution et son impact sur la santé des populations. Pour finir, toujours au Bénin, les manifestations marquant le 100e anniversaire, le 10e plutôt, anniversaire du quotidien, l'événement précis ont été ponctués d'une édition spéciale du 100e numéro de la rubrique Sous l'arbre à palabre, rubrique phare du journal. Invité surprise, le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane. Gérard Agoyon, directeur de publication et directeur général du quotidien L'événement précis, pour plus de précision. L'événement précis, nous avons eu une culture du travail bien fait. Et cette culture, nous prenons l'engagement, à partir de ces 100 jours, à partir de ces 100e numéro de Sous la Palabre, de continuer la route. De continuer la route. Elle est périleuse. Périleuse parce que nous évoluons sans moyens. Nous évoluons sans publicité. Nous évoluons sans annonceurs. Il n'y a que de petites annonces, des petits gens qui nous ont fait confiance. Donc à partir de ce 10e anniversaire, à partir de ce 100e numéro, nous voulons plus d'annonceurs parce que nous avons imprimé une marque de qualité. Nous avons imprimé une marque qui a fait qu'en 10 ans, nous avons remporté plus d'une vingtaine de prix, aussi bien à l'international qu'au niveau national. C'est à l'événement précis qu'un journaliste de l'événement précis a remporté en 2008, figurez-vous, le premier prix de Reporters sans frontières, du RFI, de la francophonie, le prix francophone de la liberté de presse et a remporté le prix de journaliste d'investigation de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons l'ambition de remporter ces prix-là chaque année. C'était là le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi.